Ok, alors, on va prendre l'exercice 4, le miroir sphérique. C'est juste pour établir les formules de conjugaison pour un miroir, et que vous voyez un peu comment fonctionne un miroir sphérique. Alors, miroir sphérique dans les conditions de Gauss, sinon il n'y a pas de stigmatisme. Il y a juste un stigmatisme pour un miroir, c'est ce qu'on a vu ce matin, s'il est parabolique, il y a un stigmatisme entre son foyer et l'infini. Donc ça, c'est important de le savoir, hein. Si vous regardez, et l'infini dans l'axe. Donc c'est très restreint, évidemment, comme stigmatisme. Hein, les stigmatismes parfaits, c'est entre deux points, le point à l'infini sur l'axe et le foyer. Donc ça marche. Mais, en fait, on peut avoir un stigmatisme approché avec un miroir sphérique. Donc, on ne voit pas la différence tracée à la main comme ça, mais ça, c'est une parabole. Et donc, c'est parfait. Un truc sur l'axe va faire converger tous les rayons au foyer. Ça, c'est une propriété géométrique de la parabole. Maintenant, si on a un miroir sphérique, qui est beaucoup plus facile à fabriquer qu'un miroir parabolique, hein, parce que vous prenez un truc de rayon constant et vous creusez, là, vous érasez la matière, là, et ça vous fait un truc sphérique, par définition. C'est très facile à faire. Donc, si vous avez un miroir sphérique, qui a un certain centre C, on va voir qu'on a un stigmatisme approché dans les conditions de Gauss, c'est-à-dire si on considère des rayons qui ne vont pas trop loin de l'axe, c'est-à-dire qui vont taper, ça va être toujours comme on a vu, qui vont taper quelque part, ou si on le projette le quelque part en question, ça ne va pas être très loin du sommet. Et si les angles sont faibles, eh bien, on va voir que ce système optique, un simple miroir sphérique, réalise un stigmatisme approché entre un point quelque part sur l'axe et un autre point sur l'axe. Donc c'est ça qu'on va faire. On considère un point là, et puis des rayons qui passent par A. Est-ce qu'on peut montrer qu'ils se coupent tous au même, enfin qu'ils convergent tous au même point, qu'ils passent tous par un même point, et si oui, où? Quel point? Alors allons-y. Alors, je ne sais pas comment est posé l'exercice, mais enfin, en gros, il s'agit de faire ça. Alors, déterminer géométriquement la relation de conjugaison avec origine au sommet, d'accord? Et l'expression du grandissement pour un miroir sphérique. Quelle analogie peut-on faire avec le cas du dioptre sphérique? Très bien. Déduire de la relation de conjugaison précédente la position des foyers. OK. Donc, juste, il faut établir la relation de conjugaison. Donc, déjà, il faut montrer qu'il y en a une. Alors, on appelle S le sommet. Voilà. Et je prends un rayon qui vient taper sur le miroir en un point I, point incident ici, et qui se réfléchit de façon, en respectant les lois de la réflexion, c'est-à-dire que si je trace l'angle d'incidence, alors évidemment la normale locale au miroir ici, puisque c'est un miroir sphérique, c'est en fait le rayon qui vient du centre. Et donc, j'ai simplement une réflexion avec l'angle de réflexion qui est égal à moins l'angle d'incidence. Donc, IR, voilà. Et donc, ce rayon va traverser, va intersecter l'axe au point A'. Et on va écrire les relations qui vont bien. Exactement comme pour le dioptre sphérique. Alors, qu'est-ce qu'on peut écrire? On peut écrire, je vais appeler alpha cet angle-là, l'angle sous lequel de A, je vois le segment SI, alpha prime celui-là, et puis comme on l'avait fait l'autre fois, je crois qu'on l'avait appelé gamma, celui qui est vu du centre. Hein? Vous préférez... Je crois qu'on l'avait appelé gamma aussi, mais si vous préférez bêta, on peut l'appeler bêta. Bon, allez, gamma. Bon. Ça n'a évidemment aucune importance. Donc, on va écrire déjà les relations dans les triangles. Alors, le premier triangle, par exemple, dans le triangle AIC, je peux écrire que alpha plus I égale gamma en valeur absolue. Hein, vous vous rappelez, alpha plus I plus pi moins gamma égale pi.
Donc alpha plus I égale gamma. Hein, donc c'est assez joli. La somme des deux angles intérieurs, ça donne l'angle extérieur du côté opposé. Donc première relation, c'est juste la trigonométrie, somme des angles dans un triangle. Ça fait pi en géométrie euclidienne. On va considérer que l'espace est plat. Et puis dans ce triangle-là, ah oui, alors j'aurais pu... Ah, alors, bon, c'est pas faux ce que j'ai écrit là. Alpha plus I plus pi moins gamma égale pi. Alors, on peut faire... En fait, du coup, ça ne va pas être symétrique. J'aurais pu prendre, en fait, le triangle, celui-là. Ça aurait été plutôt mieux. Trop tard. Bon, ou alors si, on le fait. Enfin, c'est juste pour être symétrique. Bah, vous remarquez, si, allez. Bah, non, parce qu'on veut faire apparaître AS. Hein, on nous demande les formules de conjugaison avec origine au sommet. Donc, on va faire apparaître S. Donc, c'est pas faux, hein, ça, mais je l'efface quand même parce que... Non, mais c'est pas faux. Laissez-le. On va dire autre chose. C'est juste... c'est pas ce que... Enfin, bon. Bref, on peut aussi s'en sortir comme ça. Mais... Donc, je vais prendre le point H ici. Mais H, c'est S, on est d'accord. Hein, c'est toujours les conditions de Gauss. Donc, je vais prendre ce triangle-là. Non, si. Ah oui, non, mais si, c'était bien. Si, c'était bien. Non, c'était bien aussi, Bon, écoutez, on verra ce qui est bien. C'est tellement facile. Alpha plus I égale gamma, on va écrire différentes choses, on verra. Par ailleurs, dans ce triangle-là maintenant, gamma plus R égale alpha prime. D'accord? Toujours pareil, hein. Gamma plus R plus pi moins alpha prime, c'est pi, donc gamma plus R égale alpha prime. Donc ça c'est bon, voilà. Maintenant, bien sûr, I égale R. Alors normalement, I égale moins R si je mets les orientations, mais toutes les lettres là, c'est la valeur absolue des angles en question. Hein. On fera attention au signe après. Pour l'instant, ça c'est vrai si je prends les valeurs absolues. Voilà. Et par ailleurs, bah, c'est tout. Et après, simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais dire que alpha, c'est HI sur HA. Hein, la tangente de alpha, c'est ça sur ça. Alors le HA, ça va être un SA. Et c'est là qu'on va voir que HI s'en va. Alors donc, I égale R. Par conséquent, en fait, ça y est, vraiment, ça prend deux lignes. Hein. Ça, c'est une trivialité. Okay, ça, c'est loi de la réflexion. Et ça, c'est juste la définition des angles dans un triangle. Donc, je fais ça, enfin, je fais I égale R là-dedans, et donc ça fait gamma moins alpha égale gamma plus alpha prime. Non, égale alpha prime moins gamma. D'accord? Et donc, alpha plus alpha prime égale 2 gamma. Ben voilà, c'est la formule de conjugaison. Parce que maintenant, je dis que alpha, c'est HI sur AS, que alpha prime, donc ça c'est alpha, hein, que alpha prime, à l'évidence à nouveau, c'est HI sur A', et gamma, à l'évidence, c'est HI sur CS. Comme vous le voyez, on obtient une relation qui ne dépend pas du point I dès lors qu'on a fait les approximations qu'on a faites. C'est-à-dire que le point H ne dépend pas de I. Et donc, c'est la formule de conjugaison. 1 sur SA plus 1 sur SA', ou 1 sur SA' plus 1 sur SA, égale... pardon, il y a un 2, là, il manque un 2, excusez-moi. Ça, c'est gamma. Égale 2 sur SC. Donc, si vous avez oublié la formule de conjugaison, vous faites un dessin dans un coin de votre feuille de brouillon, et en 1 minute, vous avez retrouvé la formule de conjugaison. Vraiment, hein.
Pareil pour le dioptre sphérique. Voilà pourquoi ça ne sert à rien de l'apprendre par cœur. Ah, pardon, il n'y a pas d'I'. C'est I. C'est le point d'incidence. Je ne sais pas pourquoi je l'ai appelé I'. Voilà. Et donc, vous voyez que ça s'écrit 1 sur P' plus 1 sur P égale 1 sur F'. Avec F' égale SC sur 2. La distance focale, c'est la moitié du rayon. Alors faites attention aux signes. Ça peut être positif ou négatif. Ici, c'est négatif. Si vous avez le miroir sphérique dans l'autre sens, moi, je ferai le dessin après. SC sera positif. Donc là, il est concave. S'il était convexe, on aurait la même formule avec juste un autre signe, qu'à cela ne tienne. Ouais. Vous avez encadré ça en jaune. Ça s'appelle relation de conjugaison. Formule de conjugaison, mais relation c'est bien, oui, relation de conjugaison. C'est ce qui... Donc, le point A et le point A' sont des points conjugués l'un de l'autre. A' est l'image de A. Par retour inverse de la lumière, A est l'image de A'. Tous les rayons qui passent par A passent par A', tous les rayons qui passent par A' passent par A. Ils sont conjugués l'un de l'autre. Donc on appelle formule de conjugaison ou relation de conjugaison, c'est plutôt mieux. Moi, c'était entre deux choses, entre deux points, en l'occurrence. Juste Oui. conjugaison, ça ne veut rien dire, en fait. Et du coup, c'est pour ça que ça me choquait. Maintenant, ça me choque. D'accord. Ouais, c'est les points qui sont conjugués et on établit une relation, effectivement, entre deux valeurs, entre deux points, mais du coup, mathématiquement, c'est entre deux abscisses, entre deux, voilà, c'est les, qu'on appelle, entre deux coordonnées le long de l'axe, enfin. Oui. Si c'était convexe, A serait imaginaire. Alors, oui, absolument. Eh bien, justement, on va le tracer. Donc, je voulais juste vous laisser contempler le fait que ça prend une ligne. Parce que ça, c'est l'évidence dans le triangle, ça c'est somme des angles d'un triangle égale pi, ça aussi. Et après, j'ai juste dit I égale R. Bah oui, c'est les lois de la réflexion. Donc, ça, et ça, voilà, il n'y a plus qu'à remplacer ce que vaut alpha, gamma et alpha prime, et on a la formule conjugaison. C'est vraiment, il n'y a absolument rien, il n'y a pas de mystère, il y a pas, c'est juste I égale R. Donc on a fait pareil pour le dioptre sphérique, juste on avait NI égale N' I', et on a fait pareil. Donc à chaque fois, ça tombe en une ligne, vraiment, il n'y a pas du tout de difficulté. Ok, donc on voit qu'on a une formule comme ceci, et ça nous montre que si A' si A est à l'infini, alors A', alors SA' égale SC sur 2. Donc, hein? Bah, j'ai juste pris SA plutôt que AS. Parce que du coup, il faudrait dans ce cas-là changer. Bah oui, j'ai changé les deux. Ah, c'est CS, vous avez... Oui, j'ai mis SC. Oui. Là, c'était CS, là, c'est SC. Ah oui, parce qu'à chaque fois, vous prenez... Oui, j'ai juste prendre. Parce qu'on a dit origine au sommet, donc je démarre du sommet. Mais... Donc vous voyez que si vous avez un faisceau parallèle qui arrive, parallèle à l'axe ici, si vous avez un point à l'infini, il va venir converger à la moitié ici entre C et S. Donc le foyer se trouve, la distance focale pour un miroir sphérique, c'est la moitié du rayon. Alors c'est un stigmatisme approché, ce serait parfait si c'était parabolique ici, mais ce serait parfait juste pour les points, pour le faisceau parallèle à l'axe. Là, ce qu'on a vu, c'est que comme pour le dioptre sphérique ou les lentilles, si maintenant on a un faisceau parallèle, mais qui n'est pas parallèle à l'axe qui arrive, ça veut dire néanmoins qu'on a un faisceau qui vient d'un point A situé très très loin à l'infini, par là, et donc le point, donc 1 sur SA, ça tend vers 0, et donc 1 sur SA', ça vaut quand même ça.
C'est-à-dire que oui, donc si vous avez un objet qui est loin comme ça à l'infini, paraplanétisme, toujours pour la même raison qu'on a vue, hein, s'il y a une symétrie, si l'image de ce point-là, c'est celui-là, alors l'image de ce point-là, enfin si vous faites tout tourner autour du centre, l'image de ce point-là, c'est celui-là. Et donc si on se tient près de l'axe, un truc orthogonal à l'axe reste orthogonal à l'axe. Donc l'image d'un faisceau parallèle, mais pas parallèle à l'axe, va... on en était où, en fait? À peu près là, en fait. On était là? Oui, d'accord. Donc, la distance focale, c'est la moitié du rayon. Alors, attention aussi. Vous voyez que le foyer image et le foyer objet sont confondus. Hein. Si c'est SA qui vaut 0, SA' vaut SC sur 2. Si c'est SA' qui vaut 0, SA vaut SC sur 2 aussi. C'est le même point, évidemment. Si vous venez de l'infini, vous convergez là. Si vous partez de là, vous allez à l'infini. Retour inverse de la lumière, là, qui est assuré par le fait qu'on a un réflecteur, un miroir. Alors oui, ce qu'on disait, c'était que si on a maintenant un miroir convexe et non plus concave, c'est-à-dire que son centre est à droite du sommet maintenant, alors, de la même façon, on peut calculer l'image d'un point A. On peut refaire exactement le même calcul. A, I. Il va y avoir une réflexion ici avec un angle donc, égal à l'angle d'incidence calculé par rapport à ce rayon. Donc, I est ici, R est là. I égale R. Et donc, ça va avoir l'air de venir de ce point-là. Donc pareil, hein, si vous appelez I, c'est là. Si vous appelez ça H et que vous dites que vous êtes dans les conditions de Gauss, c'est-à-dire que le projeté orthogonal là-dessus, sur l'axe, c'est quasiment S, que l'angle ici est suffisamment petit pour que sa tangente, il soit égal à sa tangente, alors vous pouvez écrire exactement ce qu'on avait. Si vous appelez ça alpha et ça alpha prime, et puis ça gamma, vous allez écrire que alpha plus gamma égale I, que alpha prime, gamma plus R égale alpha prime, et que I égale R, et puis pouf, et on va obtenir la relation de conjugaison qui va être la même avec simplement, effectivement, SC ici, qui va être positif, alors qu'il était négatif avant. Bon, qu'à cela ne tienne. Et vous voyez que effectivement l'image ici est virtuelle. Tous les rayons, donc tant qu'on est dans les conditions de Gauss, tant que H et S c'est pareil, tous les rayons là qui viennent taper sur le miroir repartent comme s'ils venaient de A'. Voilà. Donc le miroir sphérique est stigmatique approché pour un point de l'axe et un autre point sur l'axe reliés par la relation de conjugaison 1 sur SA' plus 1 sur SA égale 2 sur SC. Alors on nous demande... Oui. On est bien d'accord que le foyer objet et l'image, ils sont confondus du coup. Ils sont confondus, oui. Est-ce qu'on peut juste faire les trois parcours des rayons caractéristiques? Oui, alors là, les rayons qui ne sont pas déviés, le rayon qui n'est pas... les rayons qui ne sont pas déviés, alors je refais un dessin. C'est ceux qui... Alors, ce n'est pas celui qui passe par le sommet. Eh oui, celui qui passe par le sommet, un rayon qui arrive par le sommet, évidemment, il est dévié, lui. Il ressort symétriquement à l'axe. Par contre, s'il passe par le centre, alors il arrive sur le miroir orthogonalement au miroir, puisqu'il passe par le centre. Par définition d'une sphère, la sphère, le plan tangent ici, est orthogonal au rayon. Et donc,
il arrive avec un angle 0, angle d'incidence par rapport au rayon qui est 0, il repart avec un angle 0, donc il revient sur lui-même. Donc il n'est pas dévié. Le rayon qui passe par le centre repasse par le centre. Donc ça c'est pratique. C'est-à-dire que si vous cherchez l'image de AB comme ça, vous savez effectivement que le rayon qui part de B, alors il est très mal fait là mon truc, le rayon qui part de B et qui passe par le centre revient par le centre et aussi par B. Maintenant, si vous prenez le rayon qui part de B et qui est parallèle à l'axe, lui, vous savez qu'il va passer par le foyer. Où se trouve le foyer? À la moitié entre C et S. Et donc, le voilà. Et donc, voilà où est B'. Et donc, voilà où est A'. Et CS, I à la moitié. Pardon, j'ai mis S ici, c'est F, bien sûr. Hein. F ou F', c'est pareil. Du coup, je ne sais pas si là, c'était bien fait le dessin, mais enfin si d'ailleurs. Mais CI, c'est bien, ça arrive bien au milieu de l'angle. Redites ça? Ah, oui, ça, oui. Oui, l'angle est égal à celui-là. Oui, c'est une réflexion. Voilà. La perpendiculaire à Voilà. la normale, ça... Voilà. Mais une fois qu'on a identifié la position du foyer, on peut faire un tracé de rayon sans se soucier d'écrire des angles, de mesurer des angles ou d'utiliser un rapporteur. On prend juste une. Oui, ce qui est bien avec le miroir, c'est qu'on peut commencer comme ça. Si on ne sait plus comment faire, on peut commencer à tracer des rayons, on peut Oui. retrouver le centre, etc. comme ça. Oui. Mais ce sera à approcher. C'est toujours approché. Ah, Mais non, ça dépend comment on trace l'angle moyen. On peut faire au compas. On peut le tracer au compas. On n'est pas obligé de le tracer avec un rapporteur. oui, mais le fait que tous les rayons issus de B passent par F', ce sera approximativement. Oui. Ils vont passer. Mais dans les limites où ceci est vrai, alors maintenant on peut le tracer. Et ceci est vrai quand le sinus est égal à l'angle et quand le point d'incidence est tel que son projeté orthogonal est quasiment S. Alors c'est pareil, quasiment S, c'est-à-dire qu'il faut que HS soit petit devant CS. Donc de toute façon, il faut utiliser le miroir, pas quand il est au-dessus de son centre, là. Ça, c'est même pas la peine. C'est vraiment dans la partie ici, là, près de l'axe. Condition de Gauss. OK? Oui? Sur le dessin, là, le dessin que j'ai fait juste avant, vous avez écrit que l'angle de départ d'incidence c'était alpha, et à l'arrivée vous avez écrit un autre angle, alpha. Alpha prime. Non, mais à côté, justement. Non, gamma. Gamma. Ouais, je l'ai fait vite, c'était gamma. Question un petit peu à côté, mais c'est peut-être lié. Ouais. Quand on regarde un objet dans un miroir, on le voit toujours très déformé. C'est parce qu'on n'est pas dans les conditions de Gauss, mais comment on fait pour avoir une image nette avec un miroir précisément? C'est parce qu'on est vraiment très sur des petits angles et du coup on voit la chose pas déformée. Ouais, C'est vraiment ça. ouais. D'accord. Ouais. Je pense au miroir qu'on met au croisement des routes ou des choses comme ça, où on voit sur des grands angles, ou même quand on regarde Ah oui. dans un miroir sphérique, on voit les choses Ah non, mais... probablement déformées. Oui, non, mais attendez. C'est déformé, mais c'est net. C'est net. Donc, ça réalise quand même un stigmatisme suffisamment approché pour que vous puissiez parler d'une image. C'est pas flou. C'est déformé parce que entre un truc qui vient de cet angle-là et un truc qui vient de cet angle-là, ils vont repartir sous des angles qui ne sont pas forcément... l'angle entre les deux qui sortent ne sont pas nécessairement le même que l'angle entre les deux qui arrivent. Donc voilà, la déformation, c'est différent. Par exemple, quand vous avez... je ne sais pas si ce que j'ai dit a un sens ou si c'est bien dit, mais... Quand vous faites une image comme ce qu'on a vu ce matin, vous avez un truc là qui fait une image, et qui fait un truc plus petit, par exemple. Bon. C'est une déformation.
puisque c'est rapetissé. Mais c'est net quand même. Alors, quand c'est déformé angulairement, ça donne une autre impression, parce qu'il y a des endroits qui sont étendus, d'autres qui sont comprimés. Mais c'est différent du problème du stigmatisme approché. Ouais, je comprends. Tu voyez ce que je veux dire? Je crois que vous aviez... Non? Alors, c'est vous, alors. C'est que souvent dans les schémas, on représente des miroirs en ligne droite. Oui, Enfin, alors pour la géométrie, ça change rien du tout, en fait. rien. Effectivement. Comment ça se représente? De même que toutes les lentilles minces, convergentes, pardon, qu'elles soient comme ça, enfin, comme ça, enfin, toutes les lentilles, on les représente comme ça, quand elles sont convergentes, et comme ça quand elles sont divergentes. De même, les miroirs, on le représente comme ça, bien qu'ils soient sphériques. De toute façon, c'est une bonne façon de se souvenir qu'on l'utilise que dans la partie où, grosso modo, c'est vertical. Hein. Donc on le représente comme ça. Alors, quand c'est concave comme ça, quand c'est convexe comme ça, tant qu'à faire. Mais sinon, même si vous mettiez... Enfin, c'est bien de montrer que ce n'est pas un truc plan, et donc il faut positionner le centre quelque part. Donc s'il est convexe comme ça, le centre est là, et le foyer est au milieu, enfin, entre là et là. Et si c'est j'ai dit convexe, oui. Si c'est concave, le centre est là, et le foyer est au milieu de l'autre côté. Bon, y a pas de... Donc la convention, effectivement, c'est de faire un trait, et puis des petits machins en biais, et voilà. Bon, ben voilà, on a fait le numéro. Donc, retenez cette relation entre la distance focale et le rayon. Ça, c'est important. Enfin, c'est bien, ça, c'est bien de le savoir, que c'est la moitié. Mais sinon, ça se retrouve juste en traçant un rayon. Bon, bref. OK. Alors, je ne sais pas combien de temps, combien d'exos on va pouvoir faire. Je dirais que c'est bien si on fait encore 1 heure, mais peut-être pas plus. De toute façon, parce que je n'ai pas besoin de trop courir pour mon avion. Du coup... Non, mais vous vouliez faire du coup, avant qu'on interrompe, Ah oui, formule de conjugaison, origine au centre. Au foyer, c'est ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les formules de Newton, par opposition à celle-là. Donc, oui, il y avait dans l'exercice, il disait, faites une remarque, une analogie avec le dioptre. Pour rappeler, l'analogie, le dioptre, c'était quoi la formule? C'était ici, n moins n' égale 1 sur f'. À nouveau, c'est pareil. Voilà, si on dit que n' c'est moins n, on retrouve bien ça. Puis après, le n, il va là. Enfin, voilà. Donc, voilà, c'est ça. Donc le rayon virtuel, il est compté, on l'a vu aussi ce matin dans le chemin optique avec un signe moins, mais là il est réel, mais juste il s'est réfléchi et donc il est dans le même milieu. Donc quand il se réfléchit, c'est comme s'il était de l'autre côté avec le signe opposé. Mais il est du même côté, parce que, bon bref, il y a une espèce de cohérence derrière tout ça qu'on peut souligner. Ça ne change pas les formules, mais c'est bien c'est amusant à voir. C'est plus un truc mathématique. Alors, oui, donc formule au foyer. Au foyer, oui. Donc, la même lentille convergente, un foyer F, un foyer F'. Donc, ce qu'on a vu, c'est, par exemple, AB. Je trace l'image. Cling. Cling, cling, cling. Je peux aussi. Donc, pour tracer l'image, je prends 2 des 3 rayons faciles à tracer parce que leur devenir est immédiat. Là, j'ai fait les 3. Vous prenez n'importe lesquels 2 que vous voulez. Et donc, par Thalès dans le truc jaune là. Vous voyez que gamma égale A'B' sur AB égale P' sur P. Enfin, je vais remettre OA' sur OA
ce qu'on avait appelé P' sur P pour simplifier. Ça, c'était le grandissement. Hein. Grandissement transversal, le rapport des tailles linéaires entre l'image et l'objet. Et on avait vu la formule de conjugaison, 1 sur P' moins 1 sur P égale 1 sur F'. Ça, c'est les formules de conjugaison, je dirais, enfin, comme on dit, avec origine au sommet. Puisque le P et le P', c'est en partant de haut. P, c'est OA, P', c'est OA', et pouf. Donc c'est la relation de conjugaison avec origine au sommet. Eh bien, on peut remarquer qu'il y a une autre façon de déterminer la position de l'image par rapport à la position de l'objet. C'est on peut regarder ce truc-là, là, en violet. Je ne sais pas comment l'appeler, une espèce de bilosange ou de... Enfin, je sais pas. Enfin, c'est un bitriangle qui, si on le met dans l'autre sens, ça ferait... Bon, bref. Là, vous voyez que... Alors, je vais appeler ce point-là I. Ouais, mais encore... Ah oui, A. Ouais, il y a ça. Il y a celui-là. On va commencer par le grandissement. Donc, le grandissement gamma, A'B' sur AB, oui, on va faire ça. A'B' sur AB, je peux mettre J ici. AB, c'est lui aussi. D'accord ? AB, c'est le même que lui, parce que j'ai juste pris le rayon parallèle à l'axe qui passe par le foyer. Donc, A'B' sur AB, dans la figure bleue, c'est, par Thalès à nouveau, ça sur ça, c'est ça sur ça. Donc c'est FA' sur FO. Yes? J'aurais dû le mettre en... Je vais mettre en bleu. Mais, dans la petite figure violette, A'B', c'est lui. Donc A'B' sur AB, c'est lui sur lui. Et donc c'est ça sur ça. Ça sur ça égale ça sur ça. Enfin, égale ça sur ça. Par Thalès à nouveau. Donc c'est aussi égal à FO sur FA. Yes? Mais FO, c'est F'. Petit F', la distance focale. FO, c'est OF'. Et alors, si on appelle X la grandeur FA et X' la grandeur FA', de même qu'on avait appelé ici P la grandeur OA, grandeur algébrique, hein, et P' la grandeur OA'. Donc ça, ce sont les coordonnées avec origine au centre ou au sommet. Bon, centre de la lentille, sommet de la lentille, c'est pareil. Et là, ce sont les coordonnées avec origine au foyer. Ah pardon, F'. Oula, attendez. Oui, celui-là, c'est le F'. Attendez, excusez-moi. Hein. Dans le bleu, c'est F'. Pardon, F'. Excusez-moi.
Et dans le violet, c'est F. D'accord ? Donc si j'appelle X et X' les coordonnées avec origine au foyer, alors côté objet à partir du foyer objet, côté image à partir du foyer image, je vois que gamma, je peux l'écrire comme étant égal à X', donc moins X' sur F', hein, puisque F'O, c'est moins OF', donc moins la distance focale. Mais je peux aussi écrire gamma comme étant égal à FO, c'est-à-dire F', sur FA, c'est-à-dire X. Et par conséquent, puisque jusqu'à preuve du contraire, gamma égale gamma, donc on a moins X' sur F' qui vaut F' sur X, et donc X' égale moins F' carré. Voilà la relation de conjugaison avec origine au foyer. Alors, je crois qu'on l'appelle formule de Newton, ou relation de Newton, ou relation de conjugaison de Newton. Bon. C'est deux approches. Ce qu'il faut, c'est, connaissant la position de A, déterminer la position de A'. Et donc, si vous choisissez de repérer la position de A et de A' à partir du sommet, c'est-à-dire avec les coordonnées P et P', ben voilà la relation de conjugaison. Et voilà comment s'exprime le grandissement. C'est simplement le rapport entre les deux. Donc c'est très pratique pour exprimer le grandissement. Et puis sinon on a ça. Et si vous repérez la position de l'image et la position, enfin de l'objet et la position de l'image, non pas à partir du centre, mais à partir de chacun son propre foyer, eh ben voilà. Alors cette relation, elle est plutôt plus facile que celle-là. Là, il y a des 1 sur machin, des moins. Bon, là, c'est X' égale produit des surfaces focales. Ça, je peux encore, des distances focales, je peux encore l'écrire d'ailleurs FF'. C'est presque encore plus joli. X' égale FF'. C'est sympathique. Donc on pourrait se dire, c'est vachement bien, elle est mieux cette formule, cette relation de conjugaison. Le seul truc, c'est qu'il faut faire attention que le X et le X', ils ne sont pas repérés à partir du même point. Le X, c'est à partir de F, le X', c'est à partir de F'. Donc, enfin, voilà, on paye d'un côté ce qu'on gagne de l'autre. C'est plus simple comme formule, X' égale FF', super. Et c'est beau à voir d'ailleurs en soi, hein, que l'écart au foyer image et l'écart au foyer objet, si vous faites le produit, c'est pareil que le produit des deux distances focales. Sympathique. Mais, donc, la formule est peut-être plus jolie que celle-là, si on veut, mais faites attention, là, le P et le P', c'est juste la position de A et A' par rapport au même point qui est le centre de la lentille. Là, c'est la position, le X et le X', c'est les positions par rapport à deux points différents. Il ne faut juste pas l'oublier. Donc voilà, c'est deux façons de voir exactement la même chose. De toute façon, si je vous donne A, vous savez me donner A', que vous le repériez par rapport à O ou par rapport au F correspondant. Bon, voilà, il faut appliquer la bonne formule. Mais enfin, essentiellement, il faut la retrouver. Parce qu'à nouveau, ça, bon, c'est assez facile de s'en souvenir, mais c'est surtout facile de la retrouver. Ça nous a pris littéralement 2 lignes, quoi. Et encore, si on aurait pu mettre tout sur la même. Ok, donc c'est vraiment, l'optique géométrique, c'est un pléonasme, mais c'est que de la géométrie, quoi. Il y a juste à écrire des choses. Voilà, bon, donc je crois que c'est tout pour les rappels de cours. Je vois pas trop ce que je... Non, je crois que j'avais rien d'autre à rajouter pour le coup. Alors, il y a un exo sur le microscope qui me paraît bien. Et il y a la profondeur de champ. Ça, je pense que c'est des concepts, c'est bien que vous voyez un peu. Peut-être même on devrait commencer par celui-là. Hein, pour être sûr de... En TP, je ne sais pas trop ce que c'est.
Ah oui, vous avez un TP sur la profondeur de champ? Bon, bah alors c'est bien. Comme ça, vous allez mieux. Mal de le voir avant. D'accord. Ça, je pense que c'est important, parce que l'appareil photo, c'est quand même un truc utile. Surtout comprendre la question de la netteté, jusqu'à quel point on considère que c'est à peu près stigmatique ou pas. C'est des trucs. Enfin, c'est assez important au moins de comprendre les concepts. Les calculs ne sont pas compliqués, comme toujours, mais il faut juste adopter la bonne perspective. Écoutez, on s'en sort pas mal pour l'instant. Hein? Une journée intense de physique, c'est bien finalement. On avance, quoi. Bon, ça laisse pas le temps d'assimiler, mais enfin, ça, c'est des choses quand même que vous connaissez, plus ou moins. Non. Ça dépend. Allez, l'exercice 11 sur la profondeur de champ. Alors, l'objectif d'un appareil photo est modélisé par une lentille mince convergente de distance focale 50 mm, c'est-à-dire 5 cm. Alors, on va faire l'axe optique comme ça. Je vais peut-être... je vais me laisser un peu de champ à gauche en prévision d'éventuelles nécessité de reculer l'objet. Alors, pardon, ça c'est le centre. Et on a F' à une certaine distance qui, par définition, est justement la distance focale. Je peux effacer là maintenant ici? Oui. Alors, accolé à un diaphragme circulaire de diamètre D. Donc on va mettre un diaphragme ici, circulaire, évidemment centré, enfin de même axe que la lentille. Et le diamètre ici, c'est D. D avec un grand D. Très bien. Grand D. Les axes de la lentille et du diaphragme sont confondus, certes. La lentille est utilisée dans les conditions de Gauss, bien sûr. On définit le nombre d'ouvertures. Alors c'est juste une définition. Ce qu'on appelle le nombre d'ouvertures, c'est F' sur D. Alors, quand on vous dit l'appareil photo a une ouverture de 3, ça veut dire que F' est 3 fois D. Donc, plus le diaphragme est grand, plus l'ouverture est petite. Plus le nombre d'ouvertures est petit. Donc plus l'ouverture est grande, plus le nombre d'ouvertures est petit. Par définition, c'est ce qu'il y a dans l'énoncé, mais enfin, ça s'appelle le nombre d'ouvertures. C'est quoi le nombre d'ouvertures? C'est le rapport entre D et F. Enfin, entre F et D. Si vous regardez, F' sur D... Alors, D sur F', c'est la tangente de cet angle. Donc là, c'est l'inverse de cette tangente. J'ai l'impression que votre question sous-jacente, c'est pourquoi on n'a pas défini D sur F'. Non, c'est juste que... Certes. Mais... Le diaphragme augmente, on a l'impression qu'il y a plus de lumière, donc on va avoir plus de trucs. On a plus d'ouverture, le nombre d'ouvertures est plus. Oui. Alors, quand on l'ouvre, quand le diaphragme est plus ouvert, effectivement, on a un nombre d'ouvertures plus petit. Si vous voulez, intuitivement, c'est combien de fois, parce que vous raisonnez sur le diaphragme, on peut raisonner sur la surface focale, sur la distance focale. Combien de fois la distance focale est plus grande que l'ouverture? Si vous avez une certaine ouverture, si vous avez une grande distance focale, vous avez un grand nombre d'ouvertures. C'est le nombre de fois que vous avez l'ouverture dans la surface focale. Vous pouvez le voir comme ça. Si vous avez ce diaphragme-là, donc il a une certaine distance D, combien de fois il faut le mettre là, à l'horizontale, pour arriver jusqu'à la distance focale? Le nombre d'ouvertures, c'est le nombre tel que
C'est le nombre de fois qu'on a l'ouverture, le diaphragme, dans la surface focale. Mais on aurait pu aussi définir autrement. Voilà l'origine. Donc c'est combien de fois on a l'ouverture pour constituer la surface focale. Enfin, bref, voilà. Est-ce qu'il y a un intérêt dans la photo d'utiliser Ce nombre plutôt qu'un autre? Je ne sais pas pourquoi, historiquement. Parce que du coup, vous savez que c'est plus net quand vous avez un grand nombre d'ouvertures. C'est-à-dire un diaphragme petit. C'est ce qu'on va démontrer, on va voir pourquoi, on va comprendre ce phénomène. Mais donc, vous savez, si vous réglez si vous voulez un truc net avec une grande profondeur, quand je dis net, c'est toujours net pour un plan, mais avec une grande profondeur de champ, vous allez vouloir un nombre d'ouvertures grand. Donc, ça va être relié à la profondeur de champ. La profondeur de champ est d'autant plus grande. Mais du coup, plus n est grand et moins on a de lumière. Mais voilà, on a moins de lumière, mais on est net sur une plus grande plage. Si on veut plus de lumière, la profondeur de champ va être réduite. On prend une pause plus longue. Voilà, si on peut, si l'objet ne bouge pas. Si l'objet bouge pas. Si l'objet bouge, et on n'a pas le choix, donc il faut faire des compromis. Enfin bref, toute la... C'était ce qui se passait avec les appareils photo il y a très longtemps. Oui, alors il fallait effectivement poser longtemps. Et pareil, oui, alors, et pour ne pas poser non plus 3 minutes, on faisait un grand diaphragme, et du coup, la profondeur de champ était faible. C'est toujours moins long qu'une peinture. Oui, mais dans une peinture, le modèle peut bouger un peu, puis ça va. Mais là, la photo, c'est dur. Bon, enfin, voilà. Alors, en tout cas, c'est une définition, ça s'appelle le nombre d'ouvertures. Très bien. Donc, si vous voulez vous en souvenir, c'est le nombre de fois qu'il y a l'ouverture dans la surface focale. Bon, bref. Alors, la mise au point est en fait à l'infini. Quelle est la distance de l'objectif au plan du film? Bon. Voilà. Donc, par définition, si la mise au point est faite à l'infini, c'est-à-dire qu'on voit parfaitement net un objet qui est à l'infini. Donc, le faisceau parallèle, on sait très bien qu'il va converger dans le foyer. Et s'il est un faisceau parallèle qui est incliné par rapport à l'axe, il va converger sur un foyer secondaire. En tout cas, il va converger dans le plan focal. Donc, si on veut mettre net à l'infini, il faut mettre le plan du film, ça doit être le plan focal. Donc, à quelle distance? À la distance f'. Donc, la première question, c'est juste pour se chauffer. Deuxième question. La distance minimale de mise au point parfaite étant de 60 mm, calculez dans ces conditions la distance de l'objectif au plan du film. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour mettre au point, soit on change la distance focale, c'est ce que fait l'œil, soit on change la position du film. Comme on ne peut pas changer la position de la rétine dans l'œil, on change la distance focale. Mais ici, on a un appareil photo qui a une lentille qui a la distance focale qu'il a, f'. Et donc, si je veux voir net 60 cm, ils disent? Jusqu'à 60 cm. Donc, si cette distance-là, petit d, c'est 60 cm, où dois-je placer le plan du film pour que ce soit net? Il faut que le plan du film soit le plan conjugué de l'objet. Alors l'objet, il est à cette distance-là. Donc je vous rappelle, j'ai 1 sur OA prime moins 1 sur OA qui vaut 1 sur F'. J'ai donc OA prime qui vaut OAF' sur OA plus F... sur OA plus F'. Donc, l'image d'un objet situé à la distance D va se former à F'D. Alors, en fait, il faudrait mettre moins F'D ici, parce que OA, c'est moins petit d, sur F' moins D. C'est-à-dire
F'D sur D moins F'. Donc ça vaut combien ça? On nous a tout donné. D c'est 60 cm. F' c'est 50 mm. Donc, si je suis en mètres, ou on se met en centimètres peut-être, hein? On va se mettre en centimètres. Si on met en haut et en bas en centimètres, il n'y aura pas de problème. Donc ça fait 60 fois 5 sur 60 moins 5. Donc ça fait 65 sur 55. Ah non, n'importe quoi. 300, pardon. 300 sur 55. Égal. À vous de jouer, à vos calculettes. Oui, alors ça ne va pas être très très loin des 50 là, mais... Vous l'avez? 5,45 centimètres. Donc, quand l'objet est à l'infini, il faut mettre le film à 5 cm de l'objectif, à la distance focale. Et là, si on veut être net à 60 cm, il faut le reculer de 45, de 4 mm et demi. On va se mettre un petit peu plus loin. Il y a un petit excès ici qui vaut 4,5 mm. Okay, bon, c'est pas énorme, hein, donc ça se fait en fait. Il faut juste reculer un petit peu le film de 4,5 mm ou avancer l'objectif de 4,5 mm par rapport au film. Donc bon, voilà, très bien. Donc moyennant un petit ajustement de quelques millimètres, on peut passer de net à l'infini à net à 60 cm. Alors, l'objectif est mis au point à l'infini. À tout point de l'axe correspond alors sur la pellicule une tâche. Compte tenu du grain de la pellicule et de l'acuité visuelle, il y a netteté apparente si le diamètre de cette tâche est inférieur ou égal à delta. On note A1 le point de l'axe le plus proche de l'objectif pour lequel ce critère de netteté est satisfait. Représenté sur une figure, le point A1 et son image A', ainsi que les grandeurs grand D et delta. Bon. Alors. Donc c'est là que je vais vous demander un effort de visualisation. Je ne suis pas à l'as du dessin, mais... vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. Donc, on dit que l'appareil photo, c'est-à-dire la lentille, est réglé pour voir net à l'infini. Donc, le film est bien dans le plan focal. D'accord ? Donc, le film est là, il y a un objet à l'infini. Maintenant, pour un point A, sur l'axe, mais pas à l'infini, du coup, c'est pas net. L'image de point à l'infini, c'est ça. L'image du point A, elle va être un peu derrière. Hein? Parce que si on arrive parallèle, on vient converger là. Si on arrive de moins loin, on est encore un peu divergent quand on est là, et donc on va revenir converger derrière. C'est ce qu'on vient de voir. Si on part d'ici, de 60 cm, alors on arrive à 4,5 mm derrière. D'accord ? Du coup, prenons ce point-là. Qu'est-ce qui se passe pour ce point-là? Son image, c'est celui-là, celui qui est 4,5 mm derrière. Donc, je vais l'appeler A0, celui-là, celui dont il était question à la question précédente. Et celui-là, un prime 0, c'est son image. Suivons les rayons. Alors, vraiment, ça m'ennuie de ne pas avoir de rouge. Je vais voir si à côté, ils n'ont pas du rouge. Je vais leur piquer.
Salut, excuse-moi, je peux te piquer une craie rouge Rouge. si tu en as. Ouais. Oh, génial. Merci. Je fais de l'optique, on a besoin de 1000 couleurs. Merci beaucoup. C'est bon, j'ai du rouge. Alors, je prends donc tous les rayons qui passent, qui issus de A0. Et qui passent par la lentille. Oublions le diaphragme pour l'instant. Enfin, la lentille, ce qu'elle fait, c'est qu'elle les fait converger sur A'0. On le sait, puisque A'0 est conjugué de A0. C'est l'image de A0. Donc, si on avait le film ici, ce serait net. L'image de A0, ce serait un point A'0. Mais comme on a le film ici, un peu trop près, eh bien, tous les rayons qui viennent de A0 et se retrouvent un peu partout sur le film. Ils ne sont pas en un point du film, ils sont sur une petite tache du film. Alors, il y a une symétrie de révolution autour de l'axe, donc ils sont sur un petit disque qui a une taille ici qu'on va calculer. Et qui, pour que la photo apparaisse quand même nette, doit être plus petite que le fameux delta dont on nous parle dans l'énoncé. Il faut vraiment... Oui. Non, mais c'est que là, il faut avoir une idée de qu'euro delta pour avoir le bon point A1. Oui. On va calculer là déjà. Bah, Non, delta, il nous donne après en 5. Oui, mais voilà, mais sauf qu'on n'est pas censé. non, mais on l'appelle delta. Voilà. Oui, mais pour faire le dessin, enfin, je suis désolé, pour faire le dessin, il faut avoir une idée de où est le point A1. Donc. Non, non. Non, mais d'abord, il faut comprendre conceptuellement ce qui se passe. C'est que, Bien sûr. voilà. Et donc, donc, il y a une certaine taille ici. Et ce que dit l'énoncé, c'est qu'on va exiger que ça, ce soit plus petit que delta. Après, si delta il vaut tant, il faudra être à tel endroit. Si delta il vaut telle autre valeur, il faudra être à une autre valeur. Donc, on va trouver le lien entre le point minimal qu'on veut voir et la taille delta. Alors, c'est quoi précisément la question? Compte tenu du grain de la pellicule et de l'acuité visuelle, il y a netteté apparente si le diamètre de cette tache est inférieur ou égal à delta. On note A1, le point de l'axe le plus proche de l'objectif pour lequel ce critère de netteté est satisfait. Donc, représenté sur la figure. OK, alors je vais refaire une figure peut-être, maintenant qu'on a compris le concept. F' est là, donc le film est là, ça j'y peux rien, puisqu'on s'est mis net à l'infini. Et voilà, et j'ai un certain grain ici, donc je choisis un delta, ça. C'est un pixel de la caméra, du film ou du CCD. Donc j'ai droit à ce pixel-là si tous les rayons issus de mon point A1 arrivent dans le même pixel, c'est comme s'ils arrivaient au point, c'est comme si c'était net. Alors en vrai, ils arrivent derrière, et donc ils arrivent par exemple là, c'est là le vrai A'1, ça c'est A1, et donc ça veut dire que ça veut dire qu'en vrai, ils font ça. D'accord? À la limite de netteté. Évidemment, s'ils faisaient ça, ce serait encore mieux. Mais à la jusqu'à cette ouverture-là, on considère que c'est net, avec donc la partie rouge là, qui vaut delta. Monsieur, Oui. je comprends pas la différence entre A'0 et A'1. Bah, c'est juste que A'0, c'était
pour une distance à 60 cm, et là, ça va être pour la distance qui fait le minimum de tâche delta. Mais c'est la même idée. Enfin, voilà. Alors, donc ce qu'on voit ici, alors c'est là où le diaphragme intervient. Peut-être je vais vous le montrer là-dessus d'abord. Si le diaphragme est grand comme ça, de telle sorte que tous mes rayons rouges ici passent par la lentille, et donc ça forme toute la tache rouge ici. On voit que j'ai une tache d'une certaine taille ici. Si je réduis le diaphragme au point que voilà, tout ce qui est au-dessus là et en dessous là est bloqué, alors le faisceau qui va passer, c'est uniquement les rayons jaunes. Et vous voyez bien qu'ils vont faire une tache plus petite. À la limite, si je prends un diaphragme super petit, il n'y a que les rayons qui sont dans l'axe qui vont passer. Et on voit bien pourquoi ça va être net tout le temps, du coup. Parce que même si l'image devait se former super loin derrière, si j'ai gardé que les 3 rayons qui passent à côté de l'axe, 3 rayons, façon de parler, vous comprenez, que les rayons qui sont vraiment quasiment à l'axe, bah, ils vont tous passer dans le même pixel. Mais il n'y aura qu'un pixel. Mais bon. Ah voilà, après on arrive sur la limite de diffraction, etc. Mais on fait de l'optique géométrique. Mais bien sûr, on ne peut pas, voilà. Au bout d'un moment, ça pose problème. Mais enfin, vous voyez l'idée, c'est que en restreignant le diaphragme, en diminuant le diaphragme, on va diminuer la taille de la tâche quand on est hors focus. Si on était focus, si on était au bon endroit, de toute façon, c'est un point. Donc ça ne change rien. Mais pour tous, donc pour le plan qui est net, il reste net quelle que soit la taille du diaphragme. Donc on a intérêt à l'augmenter parce qu'il y aura juste plus de lumière. Mais en l'augmentant, on va faire que les points qui ne sont pas conjugués avec le plan image, donc ceux qui ne sont pas nets, ils vont faire une tâche de plus en plus grosse. À l'inverse, en diminuant le diaphragme, on va faire que les points qui ne sont pas nets, enfin les plans là qui ne sont pas nets, ils font une tâche de plus en plus petite. Alors, elle ne sera jamais 0 cette tâche puisque ce n'est pas net. Mais si la tâche est tellement petite que finalement on ne fait pas la différence, que tout arrive dans le même pixel distinguable à l'œil, bah c'est comme si c'était net. Donc, on voit bien qu'il y a un lien entre la taille du diaphragme et la distance jusqu'à laquelle on voit net. Yes? Donc, on reprend le dessin ici. Si on dit que c'est net tant que la tâche n'est pas plus grande que ce delta-là, ça veut dire que le diaphragme doit être comme ceci. Et si le point conjugué de 1, c'est ce A'1. Alors, soit on se fixe à 1 et on voit quelle taille de diaphragme il faut, soit on se fixe la taille du diaphragme et on voit jusqu'à quel A1 on peut aller. Le point clé, c'est qu'on va relier la grandeur D à la position A1. Je vais appeler petit d ici. Ah, c'est plus le même petit d, je ne sais pas, je l'appelle comment D1. Donc on va avoir une relation entre D1 et grand D, et c'est ça qu'on cherche. Du coup, si je vous donne grand D, vous me donnez D1, si je vous donne D1, vous me donnez grand D. Alors allons-y, c'est de la géométrie, à nouveau. Bon, eh bien, on veut que... Alors, je vais appeler ça... En fait, je vais l'appeler X' parce que c'est X', au sens des coordonnées de Newton.
Hein, c'est la distance, c'est f' à prime. Donc ce x' là, il est tel que x' fois la tangente de cet angle. D'accord. Ah ben d'accord. Voilà, j'allais le faire en passant par la tangente, mais Thalès c'est la tangente. Donc effectivement, on a d sur delta, ou delta sur d, enfin comme vous voulez, l'un ou l'autre. C'est pareil, bien sûr. Enfin, c'est l'inverse. Delta sur d, comme vous dites, c'est égal à x' sur x' plus f'. Joli. Alors là, on utilise maintenant les formules de conjugaison, soit Newton, soit standard, si je puis dire, origine au centre ou origine au foyer, donc comme vous voulez, on va trouver la même chose. Pour exprimer la distance D1, c'est peut-être mieux d'utiliser... On veut D1, oui. Ouais, donc vaut mieux la distance au centre, je suis d'accord avec vous. Donc on cherche D1. Alors, donc on a 1 sur x' plus f' moins 1 sur D1 qui vaut 1 sur f'. D'accord avec cette relation de conjugaison? 1 sur tout ça, c'est-à-dire f' plus x'. Là, il y a f'. Hein. 1 sur tout ça, moins 1 sur ça, algébrique. Alors oui, algébrique, donc plus. Bonne remarque. Enfin, bonne remarque de moi-même à moi-même. 1 sur x' plus f' plus 1 sur D1 égale 1 sur f'. Yes? Bah, je crois qu'on a tout, hein? Parce que de là, on tire x' en fonction de toutes les choses connues. Enfin, on cherche D1. Hein? Donc, il faut éliminer x' là-dedans. On cherche D1 en fonction de ça. Donc, il faut remplacer x' par ce qui vaut là en fonction du D1. Puisque f' est connu, c'est la distance focale. Donc, je vais exprimer ce que vaut x'. Alors, déjà, donc, en fait, j'ai x' plus f' qui vaut f' D1 sur f' moins D1. À moins que ce soit l'inverse, enfin l'opposé. Ouais, D1 moins x', pardon. D1 moins f'. Si je mets ça de ce côté-là, donc j'ai moins 1 sur D1, je passe au même dénominateur, j'ai D1 moins f' sur f' D1, et je prends l'inverse, j'ai ça. Donc ça, c'est x' plus f', et du coup, x', et c'est ça, à moins f'. Alors ça doit peut-être bien se simplifier un petit peu, parce que là, si je mets au même dénominateur, j'ai f' D1 moins f' D1 plus f' carré, donc f' carré sur D1 moins f'. Yes? Du coup, delta moins D égale delta moins D sur D, pardon, égale ce truc-là divisé par l'autre. Et donc, f' carré divisé par f' D1, ça devient... Non, si. Et donc, ça fait f' sur D1. Alors, peut-être qu'on aurait pu le trouver tout de suite, on va voir. Ça paraît tellement simple. Bon, peut-être pas. Bon, en tout cas, on trouve ça. C'est un fois là que vous avez mis Où ça, là? juste à côté. Moins. Pour avoir x', je retire f'. Je me suis trompé, du coup? Bah, du coup,
Ben, ça fait f'D1 moins f'D1 plus f... Non, mais c'est avant. Là? C'est plutôt F' moins Là? Ben non, parce que si je mets ça là, oui, on fait moins ça sur bien. non, si je mets ça là, le moins est sur D1. Et donc si je le mets là, je vais avoir D1 moins f' sur f'D1. Regardez. Et maintenant, je prends l'inverse. OK? Donc, delta sur grand D égale f' sur D1. Belle relation, très belle relation, qui nous dit que D1, c'est ça qu'on cherchait, c'est f' delta sur D. Voilà. Donc, si on a un diaphragme D, D sur delta, merci. Ah bah, pourquoi il apparaît pas le nombre d'ondes là? Le nombre d'ouvertures? Ah oui, c'est vrai. Vous êtes trompé? Non? Peut-être pas. Hein. Non, bon, très bien, très bien. Non, bon, ok. Alors, est-ce que c'est... Attendez, non, mais il y a un problème là. Non, il y a un problème. Non, il y a un problème. Parce que là, on voit que D... Ah bah si, D1 est d'autant plus grand que D est grand. Si, donc ça va. Qualitativement, bon, d'abord, c'est homogène. D'accord? Et on voit bien que plus on ouvre le diagramme, le diaphragme, plus la profondeur de champ se réduit, ça repousse le point minimal où on arrive à être net. Inversement, si on élargit la taille du pixel qu'on considère comme étant, qui nous donne la netteté, alors on peut ramener D1 vers nous, puisque du coup, un truc qui était flou redevient net avec le nouveau critère. Donc, ça va dans le bon sens. Alors, ça ne veut pas dire que ce soit juste, mais enfin, c'est homogène et toutes les grandeurs, enfin, toutes les lois qualitatives sont correctes. En général, c'est quand même très, très bon signe. Après, c'est peut-être un 1 sur F'. Alors, c'est peut-être... pourquoi? Ah, oui, non, mais on va voir. C'est pas, enfin, après tout, il n'y a pas de raison qu'il apparaisse ça. Parce qu'on peut l'écrire f' carré sur n. Why not? Enfin, je veux dire, on verra. En tout cas, ça a l'air d'être... Oui? Ouais, non, c'était pareil. Enfin, on avait mis n et carré sur delta. Alors, soit n d2 sur delta, soit f' carré sur n delta. Bon. Enfin, on ne nous demande pas de l'exprimer en fonction de n pour l'instant. Donc, ah si? Non. Pas tout de suite, en tout cas. Ah si? Ah oui, ah oui, mais vous voyez, en fonction de n, f' et delta. Donc, en fait, c'est ça. N, f' et delta. C'est celui-là qu'on nous demande, en fait. Enfin, ça vaut ça, et c'est-à-dire ça, et c'est-à-dire ça. Donc, après, on l'exprime comme on veut. Ah oui, mais c'est... Oui, d'accord, je comprends. D'accord. Donc, soit on raisonne en termes de diaphragme, et c'est ce qu'on vient de dire, plus le diaphragme est grand, plus ça repousse le point le plus proche qui est encore net. Soit on raisonne justement en fonction du nombre d'ouvertures, parce que ce qui est sûr, c'est que delta et f', c'est donné. Ça, on n'y peut rien. Ça, c'est le grain de l'appareil photo, enfin, le grain du film ou du pixel, ou la taille du pixel, et ce que nous, on considère comme étant net. Merde. Ça, c'est la distance focale du... Je voulais dire autre chose. Enfin, je voulais dire ça, mais j'aurais pas dû. Enfin, donc ça, c'est donné, et tout ce qu'on peut faire, justement, c'est changer le nombre d'ouvertures. Ce qui revient à changer la taille du diaphragme. Donc, soit ça, soit ça. Ça, par contre, ça n'a pas d'intérêt, puisque chacune dépend de l'autre. Enfin, c'est pas faux, mais... Voilà. Donc, en fonction du nombre d'ouvertures, c'est là. Et on voit donc que plus le nombre d'ouvertures est grand, plus on va voir net près de l'objectif. Donc, on voit net à l'infini, on est réglé à l'infini, mais on voit quand même net jusqu'à une certaine distance.
qui est d'autant plus proche, donc la profondeur de champ est d'autant plus grande que le nombre d'ouvertures est grand. Yes? Alors, application numérique, blablabla. Commenter, bon ben voilà, c'est tout ces commentaires qualitatifs là. La tâche centrale de diffraction, alors voilà justement maintenant la diffraction. La tâche centrale de diffraction donnée par une ouverture circulaire de diamètre grand D a pour rayon angulaire alpha égale 1,22 lambda sur D. Alors, on reverra ça quand on fera la diffraction. Ce qui s'appelle la tâche d'Airy, pour ceux qui s'en souviennent. Donc le rayon d'Airy, monsieur Airy, Airy, mais peut-être Airy, Le rayon d'Airy, alors c'est le diamètre là en l'occurrence? Non, c'est le rayon. Oui, c'est le rayon. 1,22, alors c'est un rayon angulaire, hein? Pardon. 1,22 fois lambda sur D, oui, c'est ça. Comment j'ai trouvé ça? Comment j'ai trouvé ça? Vous avez juste repris la formule d'avance. Ah oui, 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 oui. Oui, j'ai mis au même dénominateur et j'ai trouvé ça. Ah oui, parce qu'en gros, on aurait pu faire prendre exprime tout ça. Ouais. En fait, moi j'ai fait Thalès dans le triangle celui-là, là, voilà. Et je trouve exactement la même formule, sauf qu'à la place de D1, j'ai calculé D2. Enfin D1', enfin le P1' en fait. Ça? Voilà. Et j'ai la même formule, mais à la place de D1, j'ai D1'. Et du coup, enfin j'ai P1' quoi. Et du coup, je suis obligé de dire, pour rattacher à ce que vous faites, que D1' égale D1. Ah, ce qui n'est pas le cas, non. C'est pas le cas. Non. Mais je vois pas ce qui est faux dans ce que j'ai fait en fait. Donc, Et vous avez sans doute pas implémenté la formule de conjugaison. bah, en fait, justement, la formule de conjugaison, après, parce qu'une fois que j'ai D1', je mets mon D1' que j'ai trouvé, donc qui est cette formule-là exactement, dans ma formule de conjugaison, et ça ne me donne pas du coup le même résultat parce que j'ai un moins qui va se rajouter. Et comment vous trouvez votre D1' là, qui vaut ça? Je comprends pas. Avec Thalès dans le triangle. Dans le triangle vert? Vert et le petit là, ouais. Bah, ça vous dit que J'ai. ça sur ça Ouais. égale ça sur ça. Ah oui. Ça sur ça. Voilà. Donc, en fait, c'est ça qu'on avait écrit là. Voilà. Et après, il faut... ok. Bien. Alors, quelle est la question maintenant? Donc ça, c'est la tâche d'Airy, hein, c'est-à-dire que quand vous avez un diaphragme D, de toute façon, vous avez une divergence des rayons, par diffraction, on y reviendra, mais qui fait que vous avez une ouverture d'angle, enfin de demi-angle, puisque c'est le rayon angulaire, hein, ici, qui vaut 1,22 lambda sur D. Alors lambda est petit, hein, c'est par rapport à D, c'est la longueur d'onde de la lumière. Donc c'est moins qu'un micron, mais c'est pas complètement nul. Et donc, si vous faites une petite ouverture de rayon alpha, à partir d'un point, ça va vous faire à la distance où se trouve le film, c'est-à-dire la distance f', ça va vous faire une tâche qui par elle-même, indépendamment du fait que ce soit net ou pas net, etc., ça vous fait une tâche de diffraction qui vaut, ici, un rayon qui vaut, enfin, la tangente de alpha serait R, ce rayon-là sur f', la tangente de alpha c'est alpha, et alpha ça vaut ça. Donc en fait, on a le rayon ici, sachant que c'est symétrie de révolution, ce rayon, il vaut alpha fois f', c'est-à-dire 1,22 lambda f' sur D. Donc ça, c'est la tâche
que vous donne de toute façon la diffraction. Et donc, pour ne pas être limité par la diffraction, c'est-à-dire, vous vous rappelez qu'on veut que la taille de la tâche soit plus petite que delta. Mais si, juste par la diffraction, vous avez déjà débordé delta, bah, c'est fichu. Donc, ça veut dire qu'il faut que D soit pas trop petit quand même. Parce que plus D est petit, plus ce rayon de diffraction va être grand. Pour une même longueur d'onde de lumière et une même distance focale. D'accord ? Donc, là, ce qu'on voit, c'est qu'on a intérêt à diminuer D pour augmenter la profondeur de champ. Et là, on pourrait se dire, oh, bah, même en fait, si je veux pouvoir être net jusqu'à 0, j'ai qu'à mettre D égale 0. Oui, enfin, sauf qu'à un moment, à force de mettre R petit, on va se retrouver à être limité par la diffraction. En plus, il n'y a plus rien qui passe si on met D égale 0. Mais on pourrait dire on met D tellement petit et on pose très longtemps. Mais non, même si donc quand on réduit, il y a de moins en moins de lumière, donc il faut poser plus longtemps. OK, on est prêt à le faire si on veut une grande profondeur de champ. Mais de toute façon, il y a une limite physique, qui est la limite de diffraction, qui est que lorsque R est lui-même égal à delta, bah, c'est fini. On ne pourra pas faire moins. Donc la limite de diffraction, je vais l'écrire. Allez. Limite de diffraction, c'est lorsque le R dérive. Alors en fait, ce serait delta sur 2, hein, puisque delta c'est la taille du pixel et ça c'est que la moitié, hein, c'est que le rayon. Vous avez dit ? Ah, c'est ça que vous disiez, bravo. Ben oui, effectivement. Donc c'est 2 R. Donc on veut que R RI soit. Il faut que ce soit plus petit que delta sur 2. Et donc, ça c'est R, RI. C'est pas U égale RI. Bon, c'est pas drôle. Donc il faut que D soit plus grand que, donc on a dit ça plus petit que delta sur 2, donc ça fait D plus grand que 2,44 lambda F' sur delta, c'est ça? Ouais. Bon, bah ça vaut, ça vaut ce que ça vaut. Donc la moitié de la tâche, il prendra toute la taille. Non, le rayon, c'est c'est juste le rayon angulaire. Donc c'est la moitié. Ouais, c'est que la moitié. Bon, ça c'est la formule d'Herry. Le 1,22, il donne le rayon. Bon, qu'à cela ne tienne. Hein. Ce qu'il faut retenir dans la diffraction, c'est que l'angle d'ouverture, c'est lambda sur D. C'est vraiment le. Alors, avec un facteur numérique qui, ici, dépend de la géométrie. Donc, pour une ouverture circulaire, c'est 1,22. Et de toute façon, c'est pas strict, c'est pas une tâche stricte avec quelque chose dedans et rien dehors. C'est un truc qui, on le verra, hein, qui tend jamais vers 0. Alors, on verra quand on fait la diffraction par une ouverture carré, enfin rectangulaire, ça passe par 0, puis après il y a à nouveau un maximum, mais qui est beaucoup plus petit, puis encore un autre qui est beaucoup plus petit, on fera ça. Dans le cas d'Herry, ça donne un truc, enfin dans le cas d'une ouverture circulaire, ça donne un truc qui n'est jamais à 0, mais enfin qui est négligeable au bout de... Enfin, voilà, typiquement à mi-hauteur, ou je ne sais pas quoi, ça donne ça. Bon, ça se calcule, c'est pas un problème. Voilà, et donc alors, est-ce qu'il faut faire l'application numérique? Quelle heure est-il? Ouais, bon... Allez, on va quand même faire l'application numérique pour se rendre compte un petit peu quelles conditions doit respecter le nombre d'ouvertures de l'objectif. Alors faites l'application numérique pour delta égale 30 micromètres. F' égale... Ah non, on nous donne le... Ah non, ah aussi. Ah oui, non, d'accord. Si, F' c'est combien? Ah oui, 50 mm. Depuis le début, on le sait ça. Bien vu. Et lambda, on va prendre... 0,6 micromètres. Ah ben voilà. On se met au milieu du spectre, entre 0,4 et 0,8. Ben 0,6, bon.
Et donc ça nous donne un diaphragme qui doit être plus grand que, alors, donc 2,44 fois 0,6 10-6, pardon, ou divisé par 30 10-6 et fois 50 mm. Je le mets en millimètres comme ça. Les microns, enfin, là, voilà, d'accord. Et donc, ça fait, alors 0,6 sur 30, 0,6 fois 2, enfin, ouais, faites ce calcul avec votre machine. Je suis fatigué. Allez, 0,6 fois 2,5, ça fait 1,2, 1,5, 1,5 fois 5, combien? 2,44. Ouais. 2,44? Ah oui, tout ça. Ah bah oui, oui. 6 fois 5, 30. Bah oui, évidemment. Merci. Donc 2,4 mm. Voilà. Donc il ne faut pas... mais 2,4 mm, c'est quand même petit, hein, pour le diaphragme d'entrée. Mais bon, voilà. Aller plus bas, ce n'est pas la peine. Vous ne gagnerez pas en profondeur de champ. Par contre, vous allez perdre en lumière. Donc il n'y a plus du tout aucun intérêt. Voilà. Bon, alors après, c'est une question un peu qualitative. Le photographe a le choix entre plusieurs nombres d'ouvertures, 1.8, 2.8, 4, etc., 16 jusqu'à 22, et plusieurs vitesses d'obturation. Un premier réglage, une faute, c'est pas un premier réglage, lui donne certaines caractéristiques concernant la profondeur de champ et le niveau d'exposition. Il désire ensuite diminuer la profondeur de champ tout en conservant la même exposition. Comment doit-il opérer? Le diamètre augmente au carré et le temps augmente linéairement. Déjà. Du coup, il faut augmenter avec un facteur de racine de 2 quand on multiplie par 2. Bien, alors effectivement, pour diminuer la profondeur de champ, il faut un diaphragme plus grand. Et donc, on va avoir... Donc, si on multiplie, comme vous dites, par 2 la taille du diaphragme, on va multiplier par 4 la lumière. Ouais. Et donc, il va falloir diviser par 4 le temps d'obturation. Donc, plus on ouvre, évidemment, plus il faut faire vite. Inversement... Pardon. La luminosité est proportionnelle à la surface du diaphragme. D'accord? C'est la quantité de lumière qui rentre dedans, proportionnelle à la surface. Donc, si vous voulez... Alors là, on nous le présente comme on veut diminuer la profondeur de champ. Donc, effectivement, il suffit d'ouvrir plus, mais alors, il faut prendre une photo plus rapide, sinon ça va être surexposé. À l'inverse, si on veut prendre une photo, par exemple, on veut photographier un guépard qui court à grande vitesse, on veut avoir un temps de pause très court, pour pas que ce soit flou. Et si c'est très court, du coup, il n'y a pas beaucoup de lumière qui rentre, donc il faut y ouvrir le diaphragme. Et donc, on n'y pourra rien, il n'y aura pas une grande profondeur de champ. Si on fait net sur le guépard, ce ne sera pas net 10 mètres derrière, ni 10 mètres devant. Ce sera... Juste la tête du guépard sera nette et pas sa queue. Enfin bref, vous voyez l'idée. Bon ben voilà, c'était juste pour réfléchir un peu à ça et que vous voyez que un truc qui n'est pas net, ça peut quand même être considéré net dès lors que la tâche que ça produit, c'est pas un point, ok, mais c'est une tâche, mais si cette tâche, elle n'est pas distinguable d'un point parce que notre œil, de toute façon, n'est pas capable de faire la différence, bah c'est net quand même. Donc... c'est une liberté supplémentaire par rapport aux conditions de Gauss. De toute façon, c'est jamais net. Les conditions de Gauss nous disent que de toute façon, ce ne sera pas un point parfait, ce sera une tâche. Mais ce n'est pas très grave, puisque vous voyez que même si c'était parfaitement net, de toute façon, on a quand même une tolérance de ce qu'on appelle net et pas net. On n'a pas une résolution infinie avec notre œil. Donc. Vous pouvez répéter ce que vous avez dit pour le guépard, pour prendre en photo le guépard, il faut un grand diaphragme. Oui, pour pouvoir prendre une photo très rapide, qu'il n'ait pas bougé pendant ce temps-là. Temps d'exposition très court? Non. Enfin, oui, c'est ça. Temps d'exposition très court pour pas qu'il ait bougé, donc diaphragme très ouvert, mais du coup, la profondeur de champ va être faible. Et du coup, un petit n. Et du coup, Un petit n.
Un petit n. Oui, Non. le N, bah, N est- Ah oui, un petit n, c'est ça. Exactement, un petit n. Exactement. Voilà. Donc en fait, petit n, petite profondeur de champ, grand N, grande profondeur de champ. Et pour la lumière, ça va dans l'autre sens. Avec le carré, comme vous dites, parce que... Voilà. C'est un grand N, N majuscule. Oui, oui. Le grand N, non, mais je t'ai entendu les indices, je t'ai entendu. Ah oui, non, c'est pas l'indice de réfraction, le n, là, c'est le nombre d'ouverture. Ouais, ouais. Il est un petit peu 5 heures, là. Pile poil. On s'arrête là, peut-être. Essayez de faire les autres. Le microscope. Regardez aussi un miroir. Faites une construction avec un miroir de Newton. Tapez exercice miroir Newton, vous allez trouver. Juste histoire de manipuler ça. Mais je pense qu'on a traité quand même l'essentiel. Et la semaine prochaine, donc on attaque la semaine d'après, après vos vacances, la mécanique des fluides. Mais que des choses élémentaires. Hein. On ne fera pas Navier-Stokes. Voilà, exactement. On ne relèvera pas. Bon, allez. Bonnes vacances alors. Profitez-en bien.